Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cette édition de la revue de Grande Une de ce mardi. Allons rapidement en kiosque avec la revue de presse. On commence par le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une législative et municipale, c'est que les candidats doivent savoir. Un expert épluche le code électoral pour doter les candidats et l'opinion publique d'un tableau de bord à suivre jusqu'à la proclamation des résultats. De même que cet expert reste quelque peu sceptique, et indiquant qu'il aurait été plus prudent de satisfaire un certain nombre de préalables nécessaires à l'apaisement social et politique avant d'envisager sereinement la tenue d'élections. Il s'agit bien de comme Twente, qui est un expert des questions électorales et de la décentralisation. Toujours à la une du quotidien, La Nouvelle Expression, on parle du drame de Ngouaché avec un évêque qui embarrasse les hommes du pouvoir. Dans son homélie en hommage aux victimes de la catastrophe de Ngouaché, Monseigneur Ndassi Youfang a trouvé paradoxal le fait que certains compatriotes pourrissent dans la misère pendant que d'autres amassent des fortunes. Et puis le journal parle aussi de l'hypertension artérielle avec 17 000 morts qu'on enregistre au Cameroun par an. Le chiffre a été révélé par le ministre de la Santé publique à l'occasion du lancement de la campagne de santé du cœur dans la région du Sud. Aussi cette note d'espoir pour les Lions Espoirs, ils sont imposés en 0 face à la sélection du Mali. Et enfin en page internationale, le Bénin qui va à véritable pas de course avec les résolutions de son dialogue national qui viennent d'être adoptées en projet de loi en projet de loi à l'Assemblée nationale, avec évidemment la limitation des mandats des députés, le mandat présidentiel qui reste de 5 ans une fois renouvelable, évidemment la création d'un poste de vice-président. Voilà ce qu'on peut retenir du quotidien La Nouvelle Expression. Alors avec le quotidien Le Messager qui met en sa une Kavaïege Djibril perd le Nord, indique le journal parle ainsi indique que le président de l'Assemblée nationale a été incapable de répondre à l'interpellation de l'honorable Amadou Sali du RDPC sur les sujets qui plombent le développement du Grand Nord. Le président de l'Assemblée nationale a fait dans du dilatoire, indiquant par exemple que si l'extrême Nord n'a que 6% d'enfants scolarisés, eh bien la faute aux parents qui en font un peu beaucoup. Et puis le journal parle aussi de la succession mandinguée, le tribunal de première instance du Vouré sur le site querellé. De même que le journal parle aussi de la chefferie Banca, controverse autour de l'ouverture du testament. À l'origine, un conflit entre les enfants de feu Sa Majesté Bonkam Tienche David. Le journal Le Jour, pour sa part, parle des législatives et municipales 2020. Comment les partis accueillent l'annonce? D'après le décret présidentiel le dimanche dernier, elles sont prévues le 9 février, alors que certaines formations politiques pensent que le contexte n'est pas idéal pour l'organisation des élections crédibles. D'autres se préparent à aller à la conquête des suffrages. Le journal Info Matin qui parle d'investiture législative et municipale. Jean Koueté, sa bande ouvre le comptoir des tripatouillages. Le journal Kalara qui parle de rebondissement, ce que le tribunal criminel spécial a retenu contre Madame Lefang et Emmanuel Lebou. Et le journal d'indiquer qu'après 18 mois d'une enquête judiciaire menée sous fond de pression multiple, le juge d'instruction du tribunal criminel spécial a adressé un rapport et renvoyé 5 personnes en jugement pour le scandale des suppressions frauduleuses de remboursement des avances sur solde et pensions octroyées aux fonctionnaires et retraités. Kalara en donne d'ailleurs la primeur. Le journal quotidien L'économie parle du Cameroun qui est loin d'atteindre la croissance à 2 chiffres qui était pourtant annoncée dans le DSCE il y a quelque temps. Le quotidien Cameroun Tribune parle du Forum de Paris sur la paix Paul Biya présent. Le président de la République qui a donc mis le cap sur qui séjourne en France depuis dimanche, prenant ainsi part à cet important forum pour la paix au moment où au Cameroun 2 régions sont en crise et recherchent vivement la paix. Voilà pour ce qui est donc de cette actualité. Et puis le journal parle aussi des législatives municipales. Le compte à rebours est lancé suite à ce décret pris donc dimanche par le chef de l'État convoquant le corps électoral avant de mettre le cap sur Paris. Voilà donc pour ce qui est donc de la revue de presse en kiosque ce matin. Place à présent avec nos invités sur le plateau. Camille Nélé le doyen, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Évidemment, l'actualité qui vous a marqué. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. L'actualité qui m'a marqué surtout ce matin, c'est cette annonce qui donne froid au dos, le chiffre de 17 000 personnes
qui meurent de tension, d'hypertension artérielle chaque année. Et on n'a qu'à voir le nombre de personnes qui se baladent avec des cannes dans ce pays, le nombre de personnes qui ont un bras recourbé, le nombre de personnes qui sont alitées ou bien dont la bouche est de travers. C'est-à-dire que l'hypertension fait vraiment des ravages et les gens ne le savent pas assez. Mais pourtant, les méthodes pour faire face, même pour prévenir cette maladie sont légion. Mais vous savez, aujourd'hui, avec les désordres alimentaires, avec la très forte sédentarité, avec le stress, parce que le stress aussi est l'une des raisons où il contribue énormément, mais ça fait peur. 17 000 personnes, multiplier ça par 10 ans, ça fait 1 700 000 personnes. Donc pour 10 ans et encore, ça c'est les cas qui sont répertoriés, parce qu'on ne compte pas le nombre de personnes qui font un AVC une nuit, qui meurent le lendemain matin et qui enterrent une semaine plus tard, sans que ce soit répertorié. Brice Donald Kamgang, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Évidemment, l'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul, bonjour à Camille, bonjour à nos téléspectateurs. L'actualité qui m'a marqué dans les sujets que propose la presse ce matin, c'est évidemment cet embarras du président de l'Assemblée nationale qui a été fortement interpellé par le député Amadou Sali lors d'une réunion des militants du RDPC à l'extrême nord à Maroua, précisément en prélude à l'an 37 du renouveau il y a quelques semaines. Et vous savez que cette sortie du député Amadou Sali a fait les chougas de la presse. Ça permet de voir à quoi nos élus s'occupent, quel regard qu'ils portent sur les conditions de vie de nos citoyens. Alors, Camille, on va commencer par le point important, ce que vous avez souligné, la santé. La santé, nul n'est à l'abri d'un AVC. Camille, il est 17 000 morts par an. Et au Cameroun, sur 4 millions de personnes qui souffrent d'hypertension artérielle, seulement 400 sont pris en charge et contrôlés. Est-ce qu'aujourd'hui, le Cameroun a les capacités sanitaires de contrôler, de suivre la prévalence de cette maladie-là? Bien évidemment non. Bien évidemment non. Vous savez très bien que le plateau technique dans nos hôpitaux, même ceux qui sont qualifiés d'hôpitaux de référence ou d'hôpitaux généraux, est assez maigre. Et le seul exemple, d'ailleurs le flagrant, qui a même d'ailleurs été étalé à Mondovision dans ce pays, c'est l'année dernière quand un élève du lycée de Daïdo a été transporté d'urgence à l'hôpital du district de Daïdo, où il n'y avait même pas de défibrillateur. Il y a plein d'hôpitaux qui n'ont même pas de défibrillateur, c'est-à-dire qu'en cas d'arrêt cardiaque. Alors, le problème maintenant, c'est un problème de politique, c'est un problème de volonté politique, c'est aussi un problème de nécessité, parce que les responsables de la santé devraient tenir compte, par exemple, de ce genre de statistiques, tenir des chiffres chaque année pour évaluer le nombre de personnes, le nombre de pathologies qui sont les plus courantes. Et à la tête de ces pathologies, bien entendu, après le paludisme, c'est l'hypertension artérielle et le diabète, parce que le diabète aussi, les gens n'en parlent pas assez. On ne réalise les méfaits du diabète que quand on voit une personne amputée ou quand on voit une personne qui est complètement alitée, qui est complètement finie, qui meurt à petit feu. Mais maintenant, que faut-il faire? Vous savez, il y a tellement de priorités dans ce pays, mais pourtant la santé, cette santé, pour tout ce qu'on nous avait annoncé pour l'an 2019 après, elle n'est toujours pas là. Et franchement, je vous assure que c'est hallucinant ce chiffre, non seulement de personnes qui meurent d'hypertension, mais celles qui sont malades, parce que le traitement lui-même est un traitement lourd. Donald, face à cette prévalence de la maladie? Oui, je pense que ce chiffre qu'indique ce matin la nouvelle expression nous interpelle à plus d'un titre. D'abord sur nos habitudes alimentaires. Vous savez que l'hypertension artérielle est due le plus souvent à une forte consommation du sel, de la graisse, et aussi vous savez que nous sommes dans une société où les gens sont de plus en plus tournés vers les activités économiques de survie et s'occupent très peu de leur santé. Et ça également, ça touche aux questions de conditions de vie des gens. Pourquoi est-ce que les gens font de moins en moins le sport, par exemple? Pourquoi est-ce que les gens en mangent de plus en plus gras? Pourquoi les gens ne sont pas informés sur les risques que la surconsommation des ingrédients comme le sel, du cube peut avoir sur la santé? Ça touche aux questions d'éducation à la bonne hygiène sanitaire et alimentaire. Ça touche également aux politiques publiques, parce que Camille évoquait tout à l'heure la politique publique de la santé. Est-ce que le ministère de la Santé publique prend ces questions suffisamment au sérieux?
est-ce que le ministère a les moyens de lutter, de prendre en charge, de prévenir, de sensibiliser les citoyens qui subissent ce bilan que nous évoquons? Combien est-ce que le ministère a à disposition en termes de budget, de moyens pour déployer? Vous savez que nous devons en principe avoir, d'après la convention africaine, avoir un budget de la santé, je crois, autour de 9% du budget. J'espère que je me trompe pas sur la question. 9% du budget. Au Cameroun, on est encore très loin du compte, même si pour l'année 2020, il me semble que le budget de la santé publique a été revu quelque part à la hausse. Camille, avant que vous réagissez, est-ce que la couverture santé universelle ne viendrait pas aussi résoudre ce problème-là? Elle n'est pas encore là. Elle peine à être mise en place. Et quand vous réalisez que, par exemple, l'un des moyens les plus radicaux de pouvoir dépister, de pouvoir prendre en charge l'hypertension, c'est le scanner. Est-ce que vous pouvez compter le nombre de scanners qu'il y a dans la ville de Douala? Il y a des personnes qui, Est-ce que c'est même accessible? Et c'est très cher en plus. Un scanner, c'est à partir de 80 000 francs en montant. Vous imaginez, 80 000, c'est largement au-dessus des moyens du petit Camerounais. Et le scanner, au moment où vous faites un AVC, et pour essayer de déterminer si vous avez déjà du sang qui est en train de se répandre dans votre cerveau ou pas, il faut d'abord procéder par un scanner. Et il y a des gens qui n'ont pas accès au scanner, donc c'est la mort assurée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça entre justement dans le cadre des politiques publiques où on doit aider les formations sanitaires à pouvoir se procurer des scanners qu'on va mettre à des prix assez démocratiques. Parce que quand vous regardez même le nombre de personnes qui présentent une surcharge pondérale, vous réaliserez qu'effectivement c'est la mauvaise vie, la malbouffe, l'excès de boissons. Et c'est pour ça que vous voyez autant de femmes qui ont des grosses fesses ici aujourd'hui. Parce que si vous regardez, des femmes sont énormément volumineuses. C'est comme si c'est une mode. En réalité, c'est la malbouffe. En réalité, c'est les mauvaises habitudes alimentaires. Bon, même s'il y a d'autres qui sont naturellement et biologiquement constitués, il faut quand même faire la part des choses, Kaby. Oui, mais vous n'avez qu'à regarder, ça fait peur. Moi, je me demande si c'est une mode ou bien si c'est la nature qui a changé. Ici, au Cameroun, aujourd'hui, vous allez voir des femmes dodues partout et c'est inquiétant. Mais c'est tout ça aboutit toujours au diabète et à l'hypertension. On sort de la question. Évoquons à présent, Brice Donald, c'est les élections municipales et législatives à venir. Je voulais indiquer avant de sortir la question, JP, si vous le permettez, que je parlais d'un texte tout à l'heure, s'il s'agit de la convention d'Abuja au Nigeria, qui indique que les États africains doivent consentir 15% de leur budget, ce n'est pas 9%, 15% de leur budget à la santé. Et au Cameroun, on n'en est pas encore là. Très loin de là. Alors, parlons alors de ces élections municipales et législatives qui fait véritablement l'actualité. Partagez-vous cet avis de cet expert comme traité qui indique que avant de convoquer le corps électoral, il fallait un certain nombre de préalables, à savoir la paix, le retour définitif de la paix dans le nord-ouest, mettre le doigt sur les tensions sociales alimentées par la haine et tous ces points-là. Revoir aussi le code électoral, comme le prescrit d'ailleurs la charte africaine de la décentralisation, à laquelle le Cameroun a souscrit. Oui, disons que on voit très bien que le gouvernement a choisi de se lancer dans cette nébuleuse en convoquant le corps électoral sans que l'on ait des nouvelles, des recommandations sorties du dialogue national à Yaoundé. Les deux régions, nord-ouest et sud-ouest, restent encore fortement tendues. Les nouvelles qui nous y parviennent ne sont pas du tout rassurantes. Malgré ce contexte-là, on n'a pas vu de signaux clairs du gouvernement. On a indiqué pendant le dialogue national qu'un statut spécial allait être accordé à ces deux régions. On n'a pas de nouvelles de ce qu'est le contenu de ce qu'on appelle statut spécial accordé à ces deux régions. On va aux élections. C'est clair que les deux régions, une fois de plus, ne vont presque pas voter. Vous savez que pendant les dernières élections sénatoriales et même pendant la présidentielle, très peu de citoyens de ces deux régions, si ce n'est les fonctionnaires, ont pu glisser le bulletin dans l'urne. Manifestement, on reprend les mêmes conditions et on recommence. Il y a la question du code électoral, la fameuse question du code électoral, qui est une vieille question et qui est toujours prégnante. Vous savez qu'il y a une crise post-électorale qui a déclenché après la présidentielle. Elle est toujours d'actualité.
Et le régime semble avoir fait jouer à la soude oreille et va une fois de plus à de nouvelles échéances sans adresser de façon sérieuse ces questions-là. On attend bien de voir. Camille? Mais écoute, cette interpellation, dans l'absolu, aurait pu être normale. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire que non, pas d'élection sans la paix. Mais la paix, c'est pas seulement dans le sud et le nord-ouest. La paix aussi, il faut la chercher du côté de l'extrême nord, avec Boko Haram. Il faut aussi la chercher aussi à la lisière de la frontière avec la Centrafrique. Alors, que n'aurait-on pas dit, ou écrit, ou hurlé, si le président Biya avait dit, bon, écoutez, je renvoie les élections à un an. Qu'est-ce qu'on n'allait pas dire? Ah, pourquoi? Bien entendu, on allait crier. Maintenant, qui dit, bon, il y aura élection le jour dit. Maintenant, ça devient... Il reste dans la légalité? Il reste dans la légalité. D'ailleurs, je vous l'avais dit ici, vendredi dernier, sur ce même plateau, comme M. Komchente, d'ailleurs, qui, à la nouvelle expression, est en train de développer tout ce qu'il faut savoir sur l'élection. Ça, c'est à l'attention. Savoir le calendrier électoral. Le calendrier et ce qu'il faut faire. Mais c'est lui, vendredi dernier, vous vous souvenez très bien, qui avait dit que non, les élections seront renvoyées parce que, seront prorogées parce que la date butoir, c'est le 11 et le 11 c'est lundi, il n'y a rien à faire. Vous vous souvenez, j'avais bien dit qu'on a encore la journée de samedi. Peut-être c'était sans savoir que le président prendrait pareil décret un samedi ou un dimanche. Il ne l'imaginait pas. Donc ce que je voulais dire, c'est que maintenant que M. Biya, s'il fallait attendre la paix, et alors qu'est-ce que c'est que la paix? Que tout le pays se calme, qu'il n'y a plus rien du côté de l'extrême nord, qu'il n'y a plus rien, aucun coup de feu du côté de... C'est qu'il y aurait contestation. Non, il y aurait contestation. Moi, je dis que pour un retour définitif à la paix dans ces régions, ça va prendre moins de 3 ans. Parce que les groupes armés qui sèment la terreur aujourd'hui, moi je ne dis même pas, je ne parle pas de ces pays, je dis les groupes armés... N'ont rien à voir parfois avec les... Alors, ils ne vont pas cesser d'aujourd'hui. Il ne serait peut-être pas surprenant de voir que de nouvelles choses sortent de là. Donc moi je pense que loin des attentes pressées de certaines personnes qui attendaient que ça bouge, bien que ça ne bouge pas, qu'on attend ceci, qu'on attend cela. Moi, je pense que jusqu'à présent, le gouvernement reste pragmatique. Il se dit que je respecte la légalité, je respecte les engagements. Bon, là où c'est pas possible, on va délocaliser, mais il y aura élection. Moi, je pense que si... C'est faisable. C'est faisable, ça c'est faisable. C'est beaucoup plus faisable et acceptable que s'il avait renvoyé les élections à un an. Alors, Brice Donald Kamgan, il y a l'exemple béninois où le dialogue national, le dialogue là-bas s'est tenu juste après celui du Cameroun. Les résolutions sorties de ce dialogue ont finalement été adoptées à l'Assemblée nationale. Ce sont donc devenus des textes de loi avec création d'un poste de vice-président de la République, limitation du mandat des députés à 3 et évidemment aucun président de la République ne doit faire plus de 2 mandats. Ça c'est inscrit, ça c'est un certain nombre de résolutions. Est-ce que là, le cas béninois parle au Cameroun? Absolument. Je voudrais d'abord répondre directement à votre question. Pour répondre à cette rhétorique que j'entends depuis la convocation du corps électoral, les communicants du régime disent le chef de l'État légaliste, la question n'est pas le respect de la loi. Rappelez-vous, JP, que... Mais ça a quand même sa place. C'est important. De respecter la loi. Oui, c'est important, mais la question fondamentale n'est pas là. Parce que si on s'en tient au respect de la loi, évidemment, on célébrera l'auteur du décret comme un dieu. La question c'est, quelle est la pertinence de la démarche du pouvoir? C'est-à-dire que vous avez deux échéances qui sont en perspective, qui ont déjà été reportées 2 fois déjà, lesquels reports, avait-on dit, devaient permettre d'organiser un double scrutin, mais également de mettre fin aux tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest. Entre la période du report et cette période-ci, on n'a pas vu de signes décisifs qui montre qu'il y a une volonté d'aller vers l'apaisement. Vous parlez, j'aimerais là sur la réponse à votre question, vous parlez du Bénin qui a tenu un dialogue qu'on a appelé grand dialogue national après nos assises de Yaoundé et dont les recommandations ont été transposées en résolution, en décision et qui sont en passe d'être mises en œuvre. Évidemment, on ne dit pas que là-bas c'est le paradis, mais au moins on voit qu'il y a... Puisqu'il y a l'opposition qui conteste. Il y a, justement, puisqu'il y a un certain nombre de questions, de réserves qu'on peut émettre sur les réformes qui sont mises en place. Évidemment que lorsqu'on voit ce qui se passe ailleurs, on se dit, mais chez nous on a une crise qui dure depuis 2016 et qui a fait plus de 2000 morts, des centaines de déplacés. On va vers des élections. Qu'est-ce qu'on veut que les citoyens des régions en crise, qu'est-ce qu'on veut qu'ils se disent? Qu'ils se disent qu'ils ne sont plus Camerounais. Non, la question c'est, la question pertinente c'est vers quelle élection allons-nous?
quel sera le niveau de légitimité de ceux qui sont Auriez-vous voulu que comme élus? l'élection soit reportée pour qu'on ait le temps de solder tout ce qu'il y a comme difficulté? Ça aurait été l'idéal? Il y a le dialogue national s'est achevé le 4 octobre. Entre le 4 octobre et nous sommes aujourd'hui le 12 novembre. Qu'a-t-on fait? Des recommandations qui ne sont que des recommandations. Qui ne sont que des recommandations. C'est pour ça que j'ai toujours dit que je refuse d'appeler ça grand dialogue national parce que, comme disait le cardinal Christian Thomy, on ne peut être satisfait à 50% parce que des assises comme celle-là, il me semble que pareil assises sont tenues en 91, la fameuse tripartite. Évidemment, au plan symbolique, c'est historique, mais au plan politique, purement politique, on mesurera l'ampleur, la qualité de ce qui s'est tenu par la qualité, la mise en œuvre des résolutions. Donald Brice ne vous a pas dit ce qu'il fallait faire. Fallait-il reporter les... Il n'a pas répondu. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on fasse? Ce n'est pas la question la plus pertinente. Non, c'est la plus pertinente, puisqu'on dit que pas d'élection. Face à la situation, qu'est-ce que nous faisons depuis 2016? Non, on parle de maintenant. Il faut répondre à la question. Pas d'élection, puisque la qu'est-ce qu'on fait? Et ne pas convoquer le corps électoral. Je crois qu'en l'état actuel, puisque vous tenez à tout prix à me piéger, en l'état actuel, de la loi, il n'y a que les législatives qui auraient pu être renvoyées. À l'état actuel de la loi. Vous voyez que ce n'est pas un piège. Les municipales devaient attendre. Les municipales pouvaient attendre. La loi permet au chef de l'État de renvoyer autant qu'il le souhaite. Et là encore même c'est un problème. De renvoyer autant qu'il le souhaite. Là n'est pas le débat. Nous sommes dans un contexte politique extrêmement difficile. On aurait attendu s'il y avait des signes, si le régime voulait montrer des signes de mise en œuvre des solutions qui sont proposées. Vous l'avez déjà dit. De part et d'autre. Dans la résolution de la crise anglophone, on aurait pu presser le pas et mettre en place les mesures qui ont été recommandées au dialogue national. Vous l'avez déjà dit, à cette tension. Camille Nélé. Non, ce que je veux dire à Donald Brice, c'est que lui-même comprend que la réponse de sa question se trouve la réponse se trouve dans la question. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Reporter ou attendre des résolutions? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui arrive. Voilà la tenue de la session parlementaire. On va bien voir ce qui va sortir de là. Mais seulement, attendre le retour de la paix, ce retour de la paix, je peux vous le dire, n'est pas pour demain matin. Quand une guerre commence, on ne sait jamais. On ne sait jamais quand elle s'arrête. C'est pour ça que moi je pense. Qu'a-t-on fait pour qu'elle s'arrête? Mais il fallait faire quoi? Mais il fallait faire quoi? Allez, on continue, on sort de ce sujet pour parler de rebondissement dans l'affaire Emmanuel Lebou. Ce que le TCS a retenu contre Madame Lifan et Emmanuel Lebou. Camille Nélé, le journal Kalara, c'est une actualité qui fait la une des journaux depuis quelque temps. Comment comprendre que cet individu a été indexé comme l'auteur de toute cette mafia? Comment apprécier ces rebondissements autour d'une affaire où au départ c'est quelqu'un qui était indexé, aujourd'hui on a trouvé une autre actrice importante dans le dispositif? Finalement, n'était-ce pas un gros détournement bien organisé? Le nombre extraordinaire de journalistes d'investigation de ce pays n'a jamais réussi à nous dire ce qu'était l'affaire Lebou. Ce qu'est l'affaire Lebou. Qui est M. Lebou? Il a détourné combien? En combien de temps? Et à travers quel modus operandi? Parce que les gens ont raconté n'importe quoi. Les réseaux sociaux, ne parlons même pas de ce qui se spécule là-bas. Là-bas, mais on est même allé jusqu'à dire que c'est Lebou qui payait les salaires d'Equinox Télévision. Donc, cette affaire Lebou, il fallait qu'on dise aux gens ce que c'est. Qu'on dise qui était M. Lebou, comment a-t-il pu détourner autant d'argent? En réalité, on ne peut pas détourner autant, on ne peut pas... dans un dispositif financier de paiement des salaires, des soldes qui ont dit très lourd, avec tout le montant administratif. On ne peut pas le faire seul. C'est tout un réseau. Ce n'est pas seulement Lebou, c'est tout un gang. Mais alors un énorme gang, certainement composé de plusieurs centaines de personnes. C'est Lebou qu'on met devant. Lebou tout seul ne pouvait pas. Mais seulement, il faut qu'on nous dise exactement ce que c'est que cette affaire. Aujourd'hui, après avoir entendu M. Lebou, après l'avoir gardé... pendant un certain temps, on a interpellé Mme Lefan. On interpelle 2 ou 3 autres. Ce ne sont que des lampistes. Le système doit être démonté. On doit comprendre comment ça a commencé, comment ça a fonctionné. Où ça a commencé. Et maintenant, savoir comment récupérer ce qui a été pris. Parce qu'il y a plein de gens qui ont certainement construit des immeubles, acheté des terrains, acheté des voitures, ont offert des tas de choses. Mais il faut savoir, parce que le cas Lebou est un cas atypique.
dans les incroyables opérations de détournement de ce pays. Le cas Lebou est vraiment atypique. Il faut qu'on comprenne, tant qu'on ne vendra pas ce système, qu'on ne nous dira pas qu'est-ce qui s'est passé. Et qu'on établisse les responsabilités pour savoir qui a joué quoi. On restera toujours dans les accusations. Plus Donald Kamgawa, est-ce que finalement, au début de cette affaire, on présentait Emmanuel Lebou comme le cerveau? Est-ce que finalement, n'est-il pas peut-être un bouc émissaire, parce qu'on avait aussi indiqué que c'est juste pour avoir dénoncé le système qu'il a tous les problèmes judiciaires, soit c'est pour l'avoir mis hors du circuit qu'il s'est retrouvé obligé de mettre l'affaire sur la place. J'ai l'impression, Jean-Paul, que vous avez magistralement répondu à la question que vous me posez. Mais avant de répondre directement à votre question en une minute et moins, permettez-moi de dire que le nord-ouest sur le sud-ouest, c'est quand même près de 2 millions d'électeurs. Et qu'on aborde ces questions avec autant de légèreté, ça peut révolter certains citoyens. Parce que si vous allez aux élections... Il y a des plateaux du week-end où toutes ces questions se battent avec beaucoup. Ici, nous, on court après. Justement, nous survolons les questions. Absolument. Nous ne traitons pas les questions dans le fond. Je voulais dire que si vous célébrez le fait d'avoir convoqué le corps électoral sous prétexte que on est dans la loi, sans interroger ce que nous avons fait. Qu'on est dans la loi aussi. Oui. Sans interroger le fait ce que nous avons fait depuis que la crise a commencé pour mettre fin au... Qu'est-ce que ça peut bien changer, Brice Donald, selon vous, si on interroge? Si on interroge, c'est qu'on interpelle ceux qui nous dirigent. Qu'est-ce qu'ils veulent que ces deux régions deviennent? Et vous estimez qu'on ne les a pas interpellés assez? Il faut continuer à le faire. Allez-y, interpeller. Non, il est important de le dire, c'est près de 2 millions de personnes qui sont décidément exclues du processus électoral. Et ça, en termes de niveau de participation, on juge la crédibilité d'un scrutin par le niveau de participation, le taux de participation également au scrutin. On a fait allusion à la loi électorale. Ça, c'était pour sortir. On a suffisamment parlé de la loi électorale. Brice Donald, allons-y. Il est clair que même si on est le patron de la division informatique du ministère des Finances, on ne peut pas avoir détourné prétendument les sommes qui sont avancées sans des complicités à des hauts niveaux. Ça nous replonge dans la lutte contre la corruption. Y a-t-il la volonté politique? Y a-t-il les moyens de le faire? Les réponses à ces questions, évidemment, c'est non. Vous savez que un douanier peut être promu aujourd'hui, peut être nommé aujourd'hui, et 1 an, 2 ans après, il a 14 immeubles à Douala sans que personne lui demande comment est-ce qu'il a pu faire pour traîner autant de fortune. Succession Manenga, juste un mot. Succession Manenga, le messager en parle ce matin, mais c'est un sujet qui est souvent traité par le messager. On a vu 2 personnes de 87 et 82 ans venir mettre dehors les affaires de leur soeur aînée, morte à 90 ans, qui habitait dans la maison de leur père pendant 53 ans. C'est une affaire qui fait des gorges chaudes aussi bien à Bounantoné qu'à Daïdo. Et cette affaire-là, elle est au tribunal. Et mardi dernier, on a vu justement les magistrats du tribunal de première instance faire une descente, évaluer ce qui se passe et pourquoi est-ce que cette affaire chauffe tant les cerveaux là-bas du côté de Bounantoné. Dans tous les cas, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue des Grandes Unes. La pensée du jour: ce souvenir est un signe de sagesse, oublier un signe d'idiotie. Ce souvenir est un signe de sagesse, oublier est un signe d'idiotie. C'est un proverbe congolais qui nous vient depuis Bafoussam, d'un fidèle téléspectateur, Martin Fabrice Atangana Solo. Il réside à Bafoussam. Voilà donc pour ce qui est de cette édition de la revue des Grandes Unes. Mesdames, Messieurs, retrouvons-nous demain pour une autre édition. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.
ce mercredi sur Equinox Télévision. Douleurs lombaires, ce sont des douleurs, comme on a dit, qui sont situées dans la partie basse et postérieure de la colonne. La lombalgie peut par exemple être due à un muscle éventuellement dans lequel se développe une inflammation, comme par exemple un muscle entre l'os de la hanche, c'est-à-dire la tête fémorale, le tubercule majeur et puis le sacrum qu'on appelle le muscle pyramidal ou piriformis muscle. Il peut avoir plusieurs types de causes pour ces lombalgies. Donc, on peut avoir des causes graves comme des causes moins graves. On peut avoir un rapport avec une tuberculose, un mal de porte. On peut être en rapport avec une infection, par exemple. On peut être en rapport avec, classiquement, un traumatisme suite à un accident de la voie publique ou autre. Les plus fréquents sont, en général, en rapport avec ce qu'on pourrait associer dans le contexte de l'arthrose. J'ai coutume de dire à mes patients, c'est le dos qui prend de l'expérience. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Bonjour à tous et à chacun. Nous sommes bien au 10-12, le Zénith. Je m'adresse aux chrétiens. Lorsqu'on lève le corps, il y a messe. Le soir, il y a messe. On déplace le corps pour le village, il y a messe. Le lendemain avant l'inhumation, il y a messe. 4 messes. Pourquoi? C'est un ministre camerounais qui fait mettre hors de sa maison sa femme et ses enfants. Les sous-préfets, les préfets, les magistrats, les milliardaires, ils ont pris par extraordinaire, ils ont obtenu de manière frauduleuse et irrégulière des titres fonciers, quelquefois même sur la tombe des ancêtres des villageois. Dagobert est marié, ça fait 32 ans déjà, donc il s'est marié à 30 ans et aujourd'hui il a 62 ans. Après 30 ans de mariage et 60 ans, 62 ans, Dagobert est toujours locataire. Malgré les 30 années de service qu'il a eu. Il vous donne rendez-vous tous les jours entre 10h et 12h sur Equinox Télévision. Surtout que Dieu bénisse le Cameroun. Ce mardi sur Equinox Télévision. Si mon enfant a été volé dans un hôpital, franchement, ça va me faire vraiment mal. Les gens font ça, c'est pour aller multiplier leurs chances. C'est parce qu'ils ne peuvent pas concevoir